Bienvenue. Dans cette présentation, on va explorer ensemble un outil de découverte de soi vraiment puissant et particulièrement intéressant dans le cadre d'un bilan de compétences, l'énéagramme. Imaginez une seconde. Et si on pouvait enfin mettre le doigt sur ce qui, au fond, nous motive vraiment dans notre travail? C'est un peu la promesse de l'outil qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, on y va. La première chose à comprendre, c'est que l'énéagramme, ce n'est pas une boîte rigide dans laquelle on nous enferme. Pas du tout. Il faut plutôt le voir comme une carte, une sorte de GPS intérieur pour naviguer dans son propre parcours professionnel avec beaucoup plus de clarté. Mais bien sûr, avant d'utiliser cette carte, il faut déjà comprendre ce que c'est, d'où ça vient. Posons les bases. Donc l'énéagramme, c'est un système qui identifie 9 grands types de personnalités. Mais, et c'est ça qui est vraiment clé, il ne fait pas que décrire des comportements. Il va plus loin. Il révèle les motivations profondes, les peurs fondamentales et surtout, il propose des chemins de croissance très concrets. Et attention, cet outil ne sort pas d'un chapeau. Ses racines sont très anciennes, mais sa version moderne, celle qu'on connaît, a été développée tout au long du XXe siècle. Elle s'est enrichie progressivement avec les apports de la psychologie, notamment grâce aux travaux de Naranjo, Rizzo et Hudson. Bon, soyons clairs sur un point important, l'énéagramme, ce n'est pas un test psychométrique validé scientifiquement comme peut l'être le Big Five. En fait, il ne joue pas dans la même cour. Les outils comme le Big Five décrivent le quoi, nos traits de comportement. L'énéagramme, lui, explore le pourquoi, la motivation qui se cache derrière. C'est donc un outil de transformation qui vient en complément, pas en concurrence. Allez, passons au cœur du réacteur, les 9 moteurs professionnels. On va voir ensemble comment chaque type est animé par une force bien particulière, surtout dans le monde du travail. On commence avec le type 1, le perfectionniste. Lui, sa quête, c'est celle de l'excellence, de l'intégrité, de la justesse. Sa motivation à bien faire le rend super performant dans des rôles qui demandent de la rigueur et de l'éthique, comme l'audit ou le contrôle qualité. C'est typiquement la personne qui va relire un rapport 10 fois pour être sûr qu'il est parfait. Le problème, c'est que sous stress, cette exigence peut vite se transformer en critique acerbe. Son chemin de croissance, c'est d'apprendre à accepter que l'assez bien est souvent suffisant. Continuons avec le type 2, l'altruiste. Son moteur à lui, c'est ce besoin de se sentir aimé, et surtout indispensable. Comme il est guidé par un désir sincère d'aider, il s'épanouit dans tous les métiers de service. C'est le collègue qui reste tard pour aider les autres, quitte à s'épuiser. Et le risque, il est là. À force d'oublier ses propres besoins, il peut devenir un peu manipulateur. Pour grandir, il doit apprendre à poser des limites saines, à oser dire non quand il le faut. Et voici le type 3, le battant, qui lui carbure à la réussite et à l'admiration des autres. Le type 3 est motivé par l'efficacité, par le fait d'être valorisé. Il est excellent pour vendre un projet, pour atteindre des objectifs et pour incarner le succès. Le danger, c'est qu'il peut finir par confondre son identité avec ses réussites. Son grand défi, c'est de trouver sa valeur dans l'être plutôt que dans le faire, d'apprécier son travail pour lui-même, même sans les applaudissements. Le type 4, qu'on appelle l'individualiste, est animé par une quête très profonde d'identité et de singularité. Il apporte une perspective vraiment unique et créative, ce qui est essentiel dans les métiers artistiques ou l'innovation. C'est cette personne qui, en brainstorming, va proposer l'idée que personne d'autre n'avait vue. Sous stress, par contre, il peut se sentir incompris et se replier sur lui-même. Pour grandir, il a besoin de s'ancrer dans l'action, dans le concret et de trouver de la valeur même dans les tâches ordinaires. Voici le type 5, l'observateur. Son moteur principal, c'est son désir de comprendre et de maîtriser son environnement par la connaissance. Le type 5 a besoin de se sentir compétent. Du coup, il va analyser un sujet en profondeur avant de se lancer, ce qui est en fait un expert hors pair en recherche ou en stratégie. Son piège, c'est de rester dans la théorie, par peur de ne jamais en savoir assez. Son développement l'invite à passer à l'action, à partager son savoir, même s'il n'a pas l'impression d'être expert à 100%. Le type 6, le loyaliste, lui, est mu par une quête de sécurité et de soutien. Il a un talent unique, il anticipe les problèmes comme personne, ce qui le rend très précieux en gestion de risque ou dans le droit. C'est le collègue qui pense à tous les scénarios catastrophes avant un lancement. Mais cette anxiété peut aussi le paralyser. Son plus grand pas en avant, c'est de développer la confiance en ses propres décisions et d'apprendre à ne pas tout vouloir contrôler. Faisons la connaissance du type 7, l'épicurien, qui est poussé par le désir d'être heureux et surtout d'éviter la souffrance. Optimiste, visionnaire, il est parfait pour lancer de nouveaux projets et motiver une équipe. Son énergie est vraiment contagieuse. Son défi, c'est de ne pas fuir l'ennui ou la difficulté en passant constamment à autre chose. Pour évoluer, il a besoin de s'engager à finir ce qu'il a commencé. C'est là qu'il trouvera une satisfaction bien plus profonde. Le type 8, le chef, est motivé par un besoin fondamental de contrôler son destin et de se protéger.
C'est un leader né, juste et protecteur, excellent pour prendre des décisions difficiles en temps de crise. Il n'a pas peur du conflit, il défend son équipe. Le risque, c'est de devenir autoritaire, d'écraser les autres. Son plus grand potentiel de croissance, c'est d'apprendre à montrer sa vulnérabilité, par exemple en admettant une erreur ou en demandant de l'aide. Et enfin, le type 9, le médiateur. Son moteur à lui, c'est la recherche d'harmonie et de paix. Diplomate, à l'écoute, il sait créer du consensus et apaiser les tensions. Ça en fait un excellent médiateur ou manager. Son piège, c'est de fuir le conflit à tout prix, au point de minimiser ses propres besoins, ses propres opinions. Son chemin de développement l'appelle à s'affirmer, à oser dire « je ne suis pas d'accord », même si ça crée une petite tension, pour pouvoir enfin passer à l'action pour lui-même. Bon, on a fait le tour des 9 types. Mais attention, le point crucial, c'est de comprendre que l'énéagramme n'est pas une simple étiquette. C'est un système dynamique, plein de nuances. Profitons-en pour tordre le cou à quelques idées fausses. Non, on n'a qu'un seul type de base et il ne change pas avec le temps. Non, il n'y a pas de meilleur type qu'un autre. Chacun a ses forces et ses défis. Et surtout, il ne faut pas s'attendre à ce que la description colle parfaitement. Rappelez-vous, c'est une carte, pas le territoire. Pour affiner le profil, le système propose des nuances. Il y a les ailes, qui colorent notre type de base. Il y a les flèches, qui montrent comment on réagit au stress et à la croissance. Et puis, chaque type peut s'exprimer sur un spectre, du plus sain au moins sain. Ce sont toutes ces subtilités qui rendent l'outil si riche. Allez, passons à l'étape suivante. Concrètement, comment on se sert de cette fameuse carte dans le cadre de son bilan de compétences? Voici quelques conseils pratiques. Le plus important, c'est de faire le lien entre son type et ses propres défis professionnels. Ensuite, et c'est capital, il faut prévoir un débriefing d'au moins 1 heure avec un consultant pour bien interpréter les résultats. L'idée, c'est d'utiliser ces infos pour identifier ses angles morts, mais aussi ses vrais leviers de croissance. Et de se souvenir que ce n'est qu'un point de départ, pas une sentence. Alors voilà, une fois qu'on a cette carte en main, la vraie question finalement c'est quelle sera la destination ?